Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops du mois de juin. Alors ce mois-ci, on a repris une vie sociale, n'est-ce pas? Et du coup, on a beaucoup moins de choses à présenter, mais on a quand même quelques tops. On commence avec un film français qu'on a regardé à la télé. C'est un film de Guillaume Canet qui s'appelle Ne le dis à personne. Donc c'est un film avec François Cluzet et c'est tiré d'un livre de Harlan Coben. Alors c'est un thriller, donc l'histoire c'est François Cluzet donc, qui est marié voilà, donc avec sa femme et sa femme disparaît, voilà, un beau jour elle disparaît et des années après il reçoit des messages qui laissent entendre qu'elle est toujours en vie et donc on va suivre toute cette histoire. Alors le film est quand même un petit peu long, il y a quand même quelques longueurs, mais l'histoire est hyper bien, on se laisse vraiment embarquer par le suspense, on a envie de savoir ce qui va se passer. J'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs, moi je trouvais que le rythme était Bon. bien. Moi je trouve qu'il y avait un petit peu des longueurs quand même, parce que le film est assez long. Oui, il est assez long, Et mais... je trouve qu'il y a des passages qui pourraient être un petit peu raccourcis. Mais bon. Moi ça m'a pas dérangé, enfin j'ai pas trouvé. Voilà. Il y a André Dussolier aussi, dans un second rôle, si on aime bien André Dussolier. Après c'est difficile d'en dire plus sans dévoiler l'intrigue. Après je crois que c'est un film qui a été récompensé à l'époque, enfin c'est un thriller qui est très très bien mené, qui est bien joué également. Et voilà. C'est bien réalisé et tout, hein, franchement c'est vraiment pas mal. Hein, faut pas être allergique à François Cluzet parce que c'est le rôle principal. Oui, c'est sûr. Et donc il y a aussi Guillaume Canet, il y a Gilles Lelouch, enfin voilà, c'est des gens qu'on a l'habitude de voir ensemble. Donc il faut le savoir, il faut aimer la distribution. Mais c'est un film qui est bien mené. Ensuite, on a continué de regarder les vieux DVD de Nico qu'on n'a jamais regardé et entre autres, donc on a regardé Le Dernier Empereur, donc un film qui est assez connu et qui a eu plein de prix, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, il a été récompensé, oui. Et en fait, ce film raconte l'histoire du dernier empereur chinois, donc qui a été couronné quelque chose comme 3 ans et qui a ensuite perdu la couronne. Alors il a quoi, 7-8 ans, au moment où la Chine devient une république avec un président. Enfin, une république. Ouais, bon, tout est relatif, mais bref, il n'y a pas de. La famille de l'empereur a plus de pouvoir, quoi. Oui, c'est plus eux qui règnent sur la Chine, quoi. La Chine passe sous le régime communiste. Voilà. Et donc en fait, le petit garçon reste dans la cité impériale et il grandit en fait dans la cité impériale, donc en plein milieu de Pékin, mais complètement coupé du monde, il est complètement coupé de la réalité, c'est vraiment très étrange. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est son histoire, c'est une histoire vraie en fait. C'est une histoire, en fait, on peut se spoiler tout le film en ouvrant un bouquin d'histoire de la Chine au XXe siècle. Même en ouvrant Wikipédia. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que toute la partie où il grandit dans la cité impériale est basée sur un livre qui a été écrit par son précepteur, qui était un Anglais. Un Anglais, oui. Qui est venu en fait pour l'éduquer. Et ensuite, il a écrit un livre sur sa vie là-bas. Donc voilà, donc le film, est vachement basé sur le livre, donc ça rend le truc encore plus crédible, quoi. Toute la première partie du film, et ensuite, à partir du moment où le précepteur est parti et où l'empereur est adulte, on rejoint vraiment l'histoire telle qu'on la trouve dans les livres d'histoire et telle qu'elle elle a été relatée dans l'actualité à l'époque, au moment de la Seconde Guerre mondiale et après. Et si on n'est pas familier avec cette histoire-là de la Chine, on la découvre, ce qui est un petit peu notre cas. Oui. Et c'était très très bien. C'est très très bien. C'est très très long aussi, hein, du coup, ça dure 3 heures. Hein, oui, mais pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas de longueur. Là, il n'y avait pas de longueur. Là, tout s'enchaîne très bien. Et en fait, parce que ça raconte vraiment toute l'histoire de ce monsieur, de sa naissance jusqu'à sa mort, en fait. Donc c'est là où tu peux pas vraiment raccourcir quand même. Il a eu une vie quand même un petit peu compliquée, on va dire. Ensuite, on a également regardé Braquage à l'anglaise avec Jason Statham. Alors moi, c'est un film que j'adore, que j'ai vu 1000 fois, je le connais par cœur. Et d'ailleurs, je suis assez insupportable quand on regarde le film. Je confirme. En fait, si on veut regarder le film en audio commentaire, il faut le regarder avec Valérie. Voilà. Le film raconte l'histoire du braquage de la Lloyds à Londres au début des années 70 et plus précisément de la salle des coffres, là où les gens peuvent louer un coffre pour mettre ce qu'ils veulent dedans. Et donc le film est sympa est très, très intéressant parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Faut savoir que le procédé pour braquer la banque était assez rocambolesque, mais a bien fonctionné. Ça, c'est un truc qui a vraiment eu lieu. Ils ont eu aussi plusieurs coups de bol pour pas se faire prendre sur le coup. Enfin, il y a des rebondissements, un peu de suspense. Et par ailleurs, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le contenu des coffres
dans le contenu du coffre, il n'y avait pas que des objets de valeur, il y avait aussi des documents compromettants pour certains personnages. On va pas dire qui, on va pas dire quoi parce que ce serait spoilé, mais du coup, il y a une histoire de braquage, de cavale et ces aspects avec les documents compromettants qui n'étaient pas du tout prévus par les braqueurs et pas recherchés par eux, mais qui viennent encore compliquer l'histoire et qui donnent beaucoup de sel et beaucoup de rythme à l'intrigue. Donc on parle d'un braquage qui a eu lieu vraiment historiquement, et par contre le coup des documents compromettants, ça c'est pas forcément directement lié au braquage, mais c'est une autre affaire qui est contemporaine de celle du braquage, et il y a eu plusieurs théories de journalistes comme quoi les deux affaires pouvaient être liées, et on en aura peut-être le fin mot en 2054, parce que c'est à cette date que doivent être rendus publics des éléments d'archives des services secrets ou de je sais pas quoi, enfin au Royaume-Uni, et c'est dans ces documents, dans ces dossiers qu'il pourrait y avoir les éléments qui permettraient de dire que les deux affaires étaient liées. À l'heure actuelle, il n'y a que des gens très très haut placés au UK qui seraient capables de dire si effectivement il y avait un lien entre les deux. Mais donc on prend deux histoires vraies et on en fait une fiction, mais quelque chose qui tient bien debout, en tout cas qui est assez convaincant dans la manière dont c'est réalisé, et du coup c'est très sympathique à regarder. Pour finir, comme pour chaque top et flop, on va parler un petit peu jeux vidéo. Je vous avais parlé la dernière fois de Assassin's Creed 3, auquel je joue sur la Wii U. Bon, entre temps je l'ai terminé. Et maintenant, je joue à Assassin's Creed 4, qui était sorti aussi sur la Wii U. Alors, c'est les deux seuls Assassin's Creed. C'est les deux seuls Assassin's Creed qui étaient sortis sur la Wii U, mais ils sont parmi les meilleurs. Donc, le 4 est vraiment hyper bien également. Donc, il faut savoir que c'est des jeux qui sont ressortis également sur Switch, qui sont également disponibles facilement sur PS4 ou Xbox 360. Donc, voilà, moi j'y joue sur la Wii U parce que c'est la console que j'ai et c'était facile de les récupérer là-dessus pour moi. Mais c'est disponible sur plein de supports. C'est vraiment des jeux hyper sympas. Ils sont sortis il y a quelques temps, donc on les trouve quand même à moindre prix. Sauf les rééditions sur Switch qui sont un peu plus chères. En tout cas, je les recommande très chaudement. Donc voilà pour ces top et flop du mois de juin. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop du moment et si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et Nico nous retrouve pour les prochains top et flop. Par contre, je sais pas s'il y aura des top et flop au mois de juillet puisque début août on sera en vacances. Peut-être fin juillet, ça dépend si on a des trucs à présenter. C'est toi qui gères le planning de prod. Ouais. Donc on verra. Bon, en tout cas, on vous retrouve très bientôt. Bye bye. Bye bye.